Reuter, je suis professeur de santé publique à l'Université de Genève. Je suis politologue de formation. Je m'intéresse au tabagisme depuis maintenant plus de 23 ans, je crois, et à la cigarette électronique depuis quelques années. Donc, constat numéro 1, ou problème numéro 1, c'est que, à mon sens, il n'y a pas assez de conversion vers la cigarette électronique. Si on regarde au niveau européen, pas seulement au niveau français, 10 ans après l'arrivée des cigarettes électroniques, il y a 10 ans, on nous prédisait que 10 ans plus tard, elles allaient dépasser le marché du tabac. On n'y est pas du tout arrivé. La technologie la plus toxique et obsolète, c'est la combustion, continue à dominer le marché. Il y a un plafonnement du nombre d'usagers pour plusieurs raisons. Peut-être que les produits ne sont pas compétitifs avec la cigarette, peut-être que c'est un problème de marketing. Il y a aussi un souci de fausse perception des risques et de désinformation et de réglementation inadéquate. Donc, il est tout de même troublant de constater, et c'est le deuxième problème que je souligne, c'est cette augmentation de la proportion de personnes qui pensent que les cigarettes électroniques sont aussi toxiques que les cigarettes normales, et même que cet avis est majoritaire dans les eurobaromètres. Donc, c'est quelque chose qui est préoccupant. Les divisions entre experts sur ce thème aussi sont préoccupantes. Pour ce qui est de la législation, elle n'est pas optimale, à mon sens, pour permettre d'atteindre l'objectif de réduction de la mortalité et de la morbidité, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que cette directive européenne a été dirigée à la hâte, en contrevenant lourdement aux règles européennes sur la rédaction des directives, par manque notamment de procédures de consultation. Donc, cette TPD est trop aversive au risque et les lois qui en découlent sont bien souvent dans beaucoup d'États membres encore plus aversives au risque. Ça a des conséquences négatives involontaires, parce qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de ceux qui ont fait ce travail, mais les conséquences négatives involontaires, c'est que des dégâts sont créés parce que les cigarettes électroniques sont moins attractives, moins accessibles, ont peut-être moins bon goût, pharmacologiquement moins efficaces si on limite leur concentration en nicotine, et que ces réglementations inhibent l'innovation et l'amélioration des produits. Aussi, cette directive, bien souvent, n'a pas d'objectif clair. On ne sait pas exactement de quel problème chaque article prétend être la solution. Elle a été justifiée dans le préambule par l'effet passerelle, donc par le risque que les cigarettes électroniques pourraient introduire les jeunes non-fumeurs au tabagisme. Il n'y a cependant pas de données probantes sur ce thème-là. Il sera difficile de prouver de toute façon un éventuel effet passerelle. Donc, rêvons, ayons un rêve réaliste à terme, d'ici quelques années. Pourquoi ne pas réviser la directive européenne avec un objectif consensuel, si possible, prioritaire, de réduire la mortalité et la morbidité en éliminant la combustion, tout en acceptant l'usage de tabac, de vaporisateurs ou de consommation de nicotine sous d'autres formes, moins dangereuses que la combustion, mais attractives et bon marché. Voilà l'objectif stratégique que je vous propose de défendre maintenant dans les minutes qui viennent. Il est basé sur le principe du continuum du risque. Cette fameuse étude de consensus d'experts de David Nutt, parue il y a quelques années, montre que si le risque de la cigarette c'est 100, alors le risque des autres formes combustibles est aussi très élevé. Par contre, les formes non combustibles de nicotine ont un risque tout à fait marginal par rapport à la cigarette, et le tabac à usage oral sans combustion est aussi très nettement moins dangereux. Donc ce continuum du risque doit servir de base pour une réglementation qui elle-même respecte le continuum, donc un continuum de la réglementation, un continuum de la taxation qui soit parallèle à ce continuum du risque, dans le but de réduire la mortalité, tout en acceptant l'idée que les gens ne vont pas pour autant cesser de consommer du tabac et de la nicotine,
Donc c'est une approche de réduction des risques ou plutôt de maximisation des opportunités. On peut remplacer ce terme de réduction des risques qui quelquefois provoque des réactions assez hostiles par le terme de maximisation des opportunités. Ceux qui ne souhaitent pas renoncer à la consommation de nicotine ou de tabac doivent pouvoir continuer à la consommer de manière moins toxique que par la combustion. Donc on veut une réglementation qui minimise l'usage de la combustion, qui maximise la conversion des fumeurs vers les nouveaux produits, qui maximise les opportunités offertes par les nouvelles technologies, qui limite les risques aussi des nouveaux produits, que ce soit les risques pour les consommateurs déjà fumeurs ou les risques pour les jeunes qui ne consomment pas encore ces produits-là, et une réglementation qui permette une information exacte des consommateurs, qui unifie le marché européen, ce qui semble ne pas être le cas de la directive actuelle, qui soit pratique et peu coûteuse à mettre en œuvre, qui permette les contrôles et qui établisse les responsabilités. Dans ce cadre-là, il faut garder 3 éléments en mémoire, qui sont les éléments d'addiction, de santé mentale et de plaisir. Fumer, c'est une addiction. Les fumeurs ne sont pas libres de cesser de consommer la nicotine parce que s'ils cessent de la consommer, eh bien, ils ont des troubles de l'humeur qui, pour certains, sont insurmontables. Et, point important, parmi les fumeurs et les vapoteurs, il y a une proportion plus élevée que dans la population générale de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, d'usage d'alcool et d'usage de drogue. Donc ces choses-là vont ensemble. Ces personnes-là ont besoin de nicotine et ils doivent avoir la possibilité de la consommer sans pour autant devoir recourir à la combustion. Donc on doit considérer que ces nouvelles technologies de vaporisation sont des opportunités de quitter la cigarette pour ces fumeurs fortement dépendants qui ont besoin de nicotine pour gérer leur humeur ou leurs symptômes psychiatriques si c'est le cas. Enfin, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, mais un aspect central pour le consommateur, c'est la notion de plaisir. Donc, soyons pragmatiques et évitons tout moralisme. Ils ont droit au plaisir de consommer ces produits-là. Et qui sommes-nous pour leur dire que non, ils ne devraient pas les consommer ou pas, en tout cas, rechercher un usage hédoniste de la nicotine. 2 arguments qui devraient aussi être utilisés dans ce processus-là, qui ne sont pas suffisamment utilisés, je pense, c'est que le tabagisme est un fort contributeur des inégalités sociales en termes de mortalité. Les pauvres meurent plus que les riches et sont plus malades que les riches, et le tabac est un très gros contributeur à ce problème-là. Et on doit utiliser davantage cet argument, tout comme l'argument des dépenses pour les soins médicaux. Le tabac est un fort contributeur aux dépenses du système de santé et surtout la combustion, et c'est un argument qui devrait être utilisé davantage. Donc, pour parvenir à cet objectif de réduire la mortalité en éliminant la combustion tout en conservant les alternatives et les nouvelles technologies, je crois qu'il faut faire partager à la partie adverse un modèle pour l'action, une vision globale qui serait basée sur cette approche de réduction des risques, de continuum du risque en parallèle avec un continuum de la réglementation et de la taxation. Ce serait une base de discussion commune. On peut là autour créer des alliances, inclure tous les acteurs et ensuite, sur cette base commune, créer cette nouvelle réglementation en considérant tous les flux possibles et les stocks. Qu'est-ce que je veux dire par flux et par stock? En somme, pour communiquer là autour, on peut utiliser un modèle très simple, le modèle du feu de circulation, rouge, jaune, vert, où vous avez rouge. Là, non, il ne faut pas y aller, c'est la combustion. On aimerait, dans ce récipient-là, en somme, qu'il y ait le moins possible de personnes, que le stock soit aussi faible que possible et que le flux soit sortant soit maximum et le flux entrant soit minimum. On aimerait évidemment que là, dans le feu vert ou le récipient vert, on ait le maximum de personnes, ceux qui n'ont jamais rien consommé ou ceux qui sont des anciens consommateurs. On aimerait que les jamais consommateurs n'aillent pas ni ici ni là. Entre deux, ici, on a tout le reste, c'est-à-dire le tabac à usage oral, les vaporisateurs, les substituts nicotiniques et tous les autres produits qui existent, qui sont là. On ne peut pas faire comme si cette étape-là n'existait pas, parce qu'à ce moment-là, on aura un stock plus important dans ce groupe-là, si on vide ce verre ici, dans celui-là. En somme,
on doit garder à l'esprit et utiliser pour communiquer avec la partie adverse ce modèle avec les différents stocks et flux. La combustion, on en veut le moins possible. On aimerait un maximum de personnes ici, donc on aimerait que la flèche aille vers la gauche. Mais quand on réfléchit à ces éléments-là, quand on met en place une nouvelle réglementation, on doit penser que les flèches vont dans tous les sens. Les flèches vont aussi dans ce sens-là et vont aussi dans le mauvais sens. Si on interdit la publicité ou on entrave en somme l'accès à ces deux récipients ici, l'impact ne va pas être wishful thinking. Uniquement de mettre les gens dans ce verre-là, ils pourraient aller dans la mauvaise direction. Donc on doit garder à l'esprit et surtout financer et mettre en place des études d'évaluation qui vont nous dire si l'interdiction de la publicité, si l'interdiction des arômes, si toutes les mesures vont vraiment accélérer les flux dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la gauche, ou si au contraire il y aura des effets indésirables, c'est-à-dire des flux vers la droite. On peut bien craindre qu'avec cette directive européenne qui est certainement bourrée de bonnes intentions dont l'enfer est pavé, on aura un flux vers la droite involontaire. Les législateurs devraient être hantés par le risque de conséquences négatives involontaires. Ils devraient du reste être tenus responsables de leurs décisions. Et donc, il y a un impératif que toutes ces réglementations soient accompagnées d'études d'évaluation qui documentent l'efficacité et l'efficience aussi, c'est-à-dire le rapport coût-efficacité des interventions, y compris les conséquences inattendues. Donc, les évaluations portent sur chaque flèche du graphique, pas seulement les flèches qui vont vers la gauche, mais aussi celles qui vont dans la mauvaise direction, vers la droite. Cette exigence d'évaluation, elle est là parce que sinon, on est des apprentis sorciers. Il est important de financer une recherche indépendante, éventuellement via une taxe spécifique sur les produits du tabac ou les produits de nicotine, éventuellement en créant un fonds, et vous l'avez fait en France, et ça a été fait en Suisse, pour la recherche et la prévention, alimenté par une taxe spécifique. On peut, dans cette stratégie-là, éventuellement communiquer autour d'une stratégie en 3 étapes, où la première étape serait d'éliminer la combustion, en tout cas de la remplacer le plus possible par les autres produits, et éventuellement, plus tard, dans un deuxième temps, se débarrasser du tabac non brûlé, et pour ceux qui le veulent absolument, dans un troisième temps, se débarrasser des produits nicotinés, sauf les médicaments. Mais voilà. Donc 3 étapes dans le temps, échelonnées dans le temps. Les obstacles. Eh bien, le premier obstacle dans cette stratégie, à mon sens, c'est l'ajout d'objectifs secondaires. On perd de vue et on sabote l'objectif principal qui est de réduire la mortalité si on ajoute des objectifs secondaires. Ces objectifs secondaires, à première vue, peuvent paraître parfaitement légitimes et certains qui ont consacré leur carrière à ces objectifs secondaires peuvent les défendre avec passion. Ces objectifs secondaires peuvent être de diminuer le nombre d'utilisateurs de tabac, par exemple, ou de diminuer le nombre d'utilisateurs de nicotine, ou alors d'attaquer ou d'entraver l'industrie du tabac. Tous ces objectifs-là peuvent paraître légitimes, mais on doit faire attention que si on poursuit ces objectifs secondaires, on risque de saboter l'objectif principal parce qu'ils peuvent aller à l'encontre de l'objectif principal. C'est quelque chose d'important, à mon sens, à se souvenir. Entre parenthèses, quelle doit être la place de l'industrie du tabac qui arrive avec des nouveaux produits ? Je n'ai pas la réponse, mais on doit approfondir cette réflexion. L'obstacle numéro 2, à mon sens, c'est la division entre les experts en santé publique. C'est le lieu de la plus forte opposition à la cigarette électronique, bizarrement, c'est les experts en santé publique. On utilise ici la science comme une arme, on se jette à la figure des arguments scientifiques. Au bout du compte, ça jette le discrédit sur tous les acteurs, ça crée la confusion chez les décideurs et chez les consommateurs. Donc, on doit réfléchir aux moyens de réduire ces divisions, et les deux camps doivent y réfléchir, notamment en commençant par communiquer les faits de manière exacte, précise et honnête des deux côtés. Ensuite, en produisant plus de science, notamment des essais randomisés, mais pas seulement, aussi des analyses politiques de l'impact des politiques publiques. Et puis, en repositionnant le débat sur les opportunités plutôt que sur les risques, donc la maximisation des opportunités, et enfin en respectant l'autre partie et en considérant que l'autre partie pense sincèrement que c'est le camp des pro-ICIG qui représente un danger pour la santé publique. Parce qu'après tout, ils ont une base scientifique croissante, même si on critique ces articles et qu'on les trouve ridicules parce qu'ils exagèrent les risques et les communiqués de presse aussi, mais dans la partie adverse, ils ont l'impression d'avoir une base scientifique solide pour défendre
défendre leur position. Ils ont l'impression de défendre la santé publique et que le camp des pro-ICIG représente un danger. Donc, il faut quand même comprendre la position de la partie adverse et respecter la partie adverse, sinon on n'arrivera pas à progresser si on leur utilise tout le temps, si on traite tout le temps avec des noms d'oiseaux. Donc, autres obstacles. Je pense qu'un obstacle supplémentaire, c'est que beaucoup de gens pensent que les stratégies traditionnelles, la convention cadre, le package Empower de l'OMS, suffisent, qu'on n'a qu'à continuer ce qu'on a toujours fait. Non, ça ne suffit pas. On ne peut pas faire abstraction de l'arrivée des nouvelles technologies. Un deuxième problème, à mon sens, c'est un problème de répartition du financement de la recherche. Pas seulement l'insuffisance de financement, l'insuffisance de documentation des effets attendus et inattendus des politiques et des lois, mais le fait qu'on finance beaucoup trop proportionnellement d'études sur les risques et pas assez d'études sur l'efficacité des effets des mesures, effets désirables et indésirables. Un problème de répartition du financement. Et en fait, encore un problème au bout du compte, c'est l'absence de consensus sur le niveau acceptable de risque au-dessus duquel une action est nécessaire. Je veux dire par là, le risque zéro n'existe pas. Si on reprend l'effet chez les jeunes, il y a un peu de consommation, souvent occasionnelle, très rarement quotidienne, mais ce n'est pas zéro. Donc, si on vise le risque zéro, on aura à ce moment-là des réglementations disproportionnées. Quel est le niveau de risque, quel est le niveau de consommation chez les jeunes qu'on est d'accord d'accepter et au-delà duquel il faut une réglementation? Si on n'a pas de consensus là-dessus et si une partie veut le risque zéro, alors on aura une TPD et d'autres réglementations totalement excessives. Pour conclure, je répète que nous devrions, à mon sens, poursuivre un objectif principal qui est de réduire la mortalité et la morbidité en éliminant la combustion tout en conservant et en acceptant que certaines personnes veulent consommer de la nicotine et même du tabac et que ces produits doivent être disponibles malgré tout. Donc, et que les objectifs secondaires que j'ai listés peuvent saboter l'objectif principal. Pour cela, il faut que les partenaires s'accordent autour d'un cadre pour l'action. Ce cadre pour l'action, c'est le concept de continuum du risque. Le cadre pour la communication, c'est les récipients rouges, jaunes et verts, comme les 3 feux rouges, jaunes et verts. Et le cadre pour l'évaluation, c'est le graphique avec les flèches dans toutes les directions. Ce n'est pas juste parce qu'on croit que les flèches vont aller vers la gauche, que les flux vont aller vers la gauche dans la bonne direction vers le gobelet vert, qu'une mesure qu'on prend avec bonne volonté, comme l'interdiction de la publicité ou des arômes, ne va pas en réalité créer des flux dans la mauvaise direction. En somme, il est important non seulement d'anticiper les effets potentiels négatifs, mais de les évaluer avec des études d'évaluation. Sinon, on joue les apprentis sorciers, on ne saura jamais si quelque chose a marché ou au contraire a eu un effet négatif et il n'y a pas assez d'études d'évaluation. Pour conclure, c'est donc un des plus importants débats de santé publique, vu l'importance de la mortalité. Et donc, il convient de redéfinir la place de la nicotine et du tabac et des nouvelles technologies dans la loi, dans la société, dans cette direction-là. Merci.